Donc j'ai le plaisir d'animer ces conférences ici au salon de Vapexpo et j'ai d'autant plus le plaisir aujourd'hui d'accueillir deux grandes figures de la vape internationale puisqu'il s'agit du professeur Jean-François Ether et du docteur Konstantinos Farsalinos. Alors, pour celles et ceux qui lisent des articles sur Internet, qui se tiennent un petit peu au courant des avancées scientifiques, des grands débats de santé publique qui ont lieu en ce moment autour du produit, ces deux personnes ici présentes ont un rôle très important dans l'évolution de l'opinion publique et l'évolution de la connaissance scientifique qu'on a aujourd'hui du sujet. Donc on va aborder le sujet scientifique ce matin de manière générale vers des choses un petit peu plus détaillées. On va essayer avec Monsieur Ether, donc, qui est professeur de santé publique à l'Université de Genève, d'attaquer le sujet dans son contexte déjà, c'est-à-dire le fléau du tabagisme et en quoi les cigarettes peut intervenir pour freiner ce fléau, voire éventuellement on lui posera la question l'entériner une bonne fois pour toutes. Et puis on attaquera le sujet très technique aussi avec Monsieur Farsalinos. On parlera formaldéhyde, on parlera acroléine, on parlera mèche, résistance, batterie, voltage, wattage. Et on fera un petit peu le tour des questions qui nous concernent tous en tant que vapoteurs et professionnels du secteur. Alors, on va commencer avec vous, Monsieur Ether, si ça ne vous dérange pas. D'accord, bonjour. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Je vais me mettre ici pour présenter. Donc, merci, bonjour. J'ai cessé de faire deux piles de diapositives en parallèle en français et en anglais. Je n'ai plus que des diapositives en anglais. Donc, le texte sera en anglais. Donc, j'ai l'habitude de commencer mes présentations en déclarant mes conflits d'intérêts. Je n'ai aucune relation avec l'industrie du tabac. Je n'ai plus d'études en cours ou reçus de fonds de l'industrie du tabac pharmaceutique depuis 8 ans maintenant, pas 7. Et pour ce qui est de l'industrie de la e-cigarette, on m'a payé un billet d'avion et quelques nuits d'hôtel à Londres et en Chine quand je suis allé visiter les usines de cigarettes électroniques à Shenzhen, près de Hong Kong. Voilà, pour les conflits d'intérêts. Donc on m'a demandé de répéter les risques pour la santé. Ça, c'est des données américaines, ça correspond un peu aux données européennes, pas tout à fait, mais enfin, je n'ai pas trouvé une diapositive similaire pour l'Europe. Mais ici, donc, vous avez le nombre de décès évitables par facteur de risque aux États-Unis. Vous voyez que pour plus d'un tiers des décès prématurés, des décès évitables aux États-Unis, c'est le tabac. C'est le tabac, donc avant la mauvaise alimentation et le manque d'activité physique, qui est un problème pourtant plus important aux États-Unis qu'en Europe, et avant l'alcool. Donc c'est la première cause évitable de mortalité et de maladie en Europe et aux États-Unis et dans les pays développés. Globalement, donc au niveau mondial, les causes, donc les facteurs de risque pour la mortalité évitable, c'est surtout la tension artérielle, mais vous voyez que le tabagisme est en deuxième avec 5 à 6 millions de décès attribués au tabagisme chaque année. L'OMS prévoit que donc, durant le XXIe siècle, on arrivera à 1 milliard, 1000 millions de morts causées par le tabac. Sauf si on arrive à rendre la cigarette obsolète, comme ces objets qui, pour les plus âgés d'entre vous, étaient familiers. Les plus jeunes, peut-être, n'ont pas connu la machine à écrire ou le tourne-disque, ou le téléphone à cadran, ou l'appareil photographique avec pellicule numérique, pellicule argentique qui était remplacée par le numérique. La cigarette pourrait, elle aussi, être renvoyée au musée par la cigarette électronique et par les nouvelles technologies, parce qu'il n'y a pas que la cigarette électronique, il y a d'autres technologies qui sont préparées actuellement par l'industrie pharmaceutique et l'industrie du tabac pour inhaler la nicotine. C'est les produits de tabac chauffés. Les grandes compagnies de tabac vont arriver déjà cette année ici avec des produits qui chauffent électriquement le tabac ou des produits qui, par une réaction chimique, vaporisent la nicotine. Donc tous ces produits-là pourrait contredire cette prédiction de l'OMS. Pourquoi est-ce que
la cigarette électronique arrive maintenant, alors que les premiers modèles avaient été inventés dès les années 60 par un ingénieur américain qui s'appelait Herbert Gilbert, essentiellement à cause du développement des batteries. Les batteries sont plus puissantes et plus légères qu'il y a quelques années. Ça, c'est des données de Philip Morris qui estime donc le marché mondial de la cigarette électronique en 2013 à près de 2,5 milliards de dollars. Vous voyez que c'est un marché qui a augmenté énormément d'une année à l'autre. Un bref rappel historique sur le tabac. Vous voyez que la colonne de gauche ici vous montre quelle était la consommation de tabac à la fin du 19e siècle, avant l'invention de la machine à produire automatiquement les cigarettes, donc la machine à rouler les cigarettes. Vous voyez qu'essentiellement, c'était du tabac à usage oral, donc sans combustion. Il y avait un petit quart, disons, c'était les cigares. Mais dès le XXe siècle, la cigarette a pris l'essentiel du marché. Là, vous avez le même graphique, si vous voulez, où on voit le passage entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, du tabac essentiellement à usage oral, donc sans combustion, avec ce problème de la combustion. Et vous voyez que c'est suivi immédiatement par cette explosion des cancers du poumon aux États-Unis. On voit chez les hommes à gauche aux États-Unis une explosion des cancers du poumon due à cette innovation technologique qui était la machine à rouler les cigarettes. Et peut-être qu'on va régler ce problème. Donc le cancer du poumon, c'est le premier cancer tueur en France et en Suisse et aux États-Unis. On va peut-être régler ce problème avec une autre innovation technologique et les produits qui permettent d'inhaler la nicotine sans combustion. Vous voyez aussi sur le graphique de gauche quelque chose d'intéressant, c'est le cancer de l'estomac. Vous voyez qu'au début du XXe siècle, le premier cancer tueur, c'était le cancer de l'estomac. Et ça a petit à petit disparu pour devenir le 4 ou 5e cancer tueur. Et pourquoi ? À cause d'une autre innovation technologique, qui est le réfrigérateur. On n'avait plus besoin de consommer des produits fumés, de la viande fumée ou salée. Et c'est donc le réfrigérateur qui a une innovation technologique qui explique largement la baisse pour le cancer de l'estomac. Une autre innovation technologique, la machine à rouler, qui explique largement l'augmentation pour les cigarettes. Et là, l'innovation technologique pourrait de nouveau avoir un gros impact de santé publique, de nouveau. Ça, c'est les données pour l'Angleterre, donc pas tout le Royaume-Uni, mais l'Angleterre. Sur les derniers, on ne voit pas bien, c'est pas bien affiché, mais c'est par trimestre, en somme. Vous voyez que dans les derniers trimestres 2013, le nombre de fumeurs en Angleterre qui déclarent avoir utilisé dans leur tentative pour arrêter de fumer la cigarette électronique a dépassé tous les autres médicaments, que ce soit les patchs, les chewing-gums de nicotine, le Champix ou même les consultations de tabacologie. Tout ça est largement dépassé par l'explosion de la ligne verte. Donc les gens utilisent de plus en plus souvent ce produit pour essayer d'arrêter de fumer. Alors, pour ce qui est de la toxicité et de la sécurité de ces produits-là, il est vrai qu'il existe dans ces produits-là des impuretés ou des ingrédients qui peuvent parfois être toxiques, mais évidemment, les concentrations sont infiniment moindres que dans le tabac. Pour ce qui est de l'exposition passive à la vapeur, donc la vapeur passive en somme, comme on parlait du tabagisme passif, c'est que partiellement documenté, c'est probablement pas très toxique, mais il n'y a pas les données. Donc on ne peut rien affirmer de définitif là-dessus. Il n'y a pas les données. On ne connaît pas l'effet de l'exposition passive à ces arômes et à la nicotine. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut des études plus nombreuses. Aux doses utilisées par les vapoteurs et les fumeurs et les utilisateurs de patch ou de gomme de nicotine, la nicotine n'est pas dangereuse. Elle peut être dangereuse à plus forte dose. On peut tuer un petit animal. Il y a eu un cas rapporté dans la presse d'un petit enfant qui a bu une de ces bouteilles en Israël et qui en est décédé. Il y a un rapport dans la presse d'un chien qui a aussi mâchouillé une de ces bouteilles et qui en est décédé, un petit chien aussi. Donc là, il y a une toxicité de la nicotine à forte dose, mais aux doses habituellement inhalées par les vapoteurs et les fumeurs, ce n'est pas tellement dangereux. Maintenant, évidemment, on n'a aucun recul sur les effets à long terme. Si vous voulez, que ce soit le propylène-glycol ou le glycérol, il y a des études à relativement court terme sur l'exposition sur l'homme et sur l'animal, mais c'est un phénomène nouveau que d'inhaler 150 ou 200 bouffées par jour de ces produits-là pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Les études sur l'exposition vapeur de propylène-glycol ou glycérol qui ont été faites, par exemple, dans le cas des exercices pour les pompiers ou d'autres choses, c'est utilisé aussi, c'est des expositions à court terme.
Voilà, on ne sait pas, c'est tout ce qu'on peut dire, il faut des études. Pour ce qui est des effets secondaires, donc dans les études cliniques, il n'y a pour l'instant pas d'effets secondaires sérieux qui ont été rapportés. Les effets secondaires les plus fréquents sont l'irritation ou la sécheresse de la bouche et de la gorge. Il y a cependant quelques cas de pneumoïde lipoïde, qui est une maladie qui existe chez les gens qui inhalent accidentellement de l'huile. Donc, ce n'est pas conseillé, par exemple, de rajouter des huiles aromatiques, parce qu'inhaler de l'huile, ça peut causer cette maladie qui est tout à fait sérieuse. Il y a également, je l'ai dit, le cas d'empoisonnement par la nicotine, pour les petits-enfants essentiellement. Alors, qui sont les vapoteurs? Donc, sur une revue de la littérature scientifique qui fait le profil des vapoteurs, essentiellement, c'est des gens qui continuent à fumer. Donc, c'est soit des anciens fumeurs, soit des fumeurs actuels. Mais dans les différentes études qui sont citées ici, il y a 2 fois plus de fumeurs actuels que d'anciens fumeurs. Donc, le dual use ou l'usage double de cigarettes et de cigarettes électroniques semble être la norme plutôt que l'exception. Alors, on a beaucoup parler, les opposants aux produits parlent énormément de cet effet d'expérimentation chez les jamais fumeurs, chez les jeunes, les adolescents qui n'ont jamais fumé. Pour l'instant, il est vrai que ce qu'on observe, c'est l'expérimentation du produit, un produit pour lequel il y a une telle couverture médiatique, ce n'est pas tellement étonnant qu'il y ait un nombre croissant d'enfants et d'adolescents non-fumeurs qui l'expérimentent. Cependant, il n'y a pas pour l'instant, dans la littérature scientifique, de rapport qui dirait qu'il y a un usage quotidien ou un passage du vapotage vers le tabagisme. Par exemple, cette étude récente dont il était fait mention dans la presse de l'Université de Californie qui prétend que la cigarette électronique facilite le passage vers le tabagisme chez les adolescents, c'est une interprétation abusive de leurs données. Tout ce que leurs données montrent, c'est qu'il y a plus d'adolescents fumeurs que d'adolescents non-fumeurs qui utilisent la cigarette électronique. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il y a un lien de causalité et que la cigarette électronique a précédé le tabagisme chez ces jeunes-là. On peut tout à fait aussi avoir la conclusion inverse, c'est que c'est quelque chose qui va les aider à arrêter de fumer. Donc l'interprétation et la couverture médiatique de cette étude et d'autres, l'étude rapportée par le CDC à la fin de l'année dernière, sont abusives. Voilà. Donc, maintenant, pour ce qui est de l'effet sur l'arrêt du tabac, on a ce qu'on appelle dans le jargon épidémiologique essai randomisé, c'est-à-dire l'étude scientifique la plus solide avec attribution aléatoire des participants soit à la cigarette électronique, soit à un groupe témoin qui n'en reçoit pas. Pour l'instant, il n'y a que 2 études de ce type-là qui ont utilisé des modèles obsolètes, donc des modèles anciens qui délivraient peu de nicotine et qui ont montré un effet très modeste sur l'arrêt du tabac. Il y a d'autres études en cours qui seront publiées prochainement, mais pour l'instant, l'effet est plutôt modeste. Bien sûr, vous avez tous entendu, et vous êtes peut-être même parmi vous, des gens qui ont arrêté de fumer à cause de ça. Donc, on attend juste les données. Ce n'est pas parce que les données ne sont pas là qu'il n'y a pas d'effet sur l'arrêt du tabac. Est-ce que c'est addictif? Alors, ça aussi, c'est quelque chose qui est beaucoup reproché aux produits et qui, dans le débat sur l'arrivée de ces nouveaux produits, sera important. Donc, dans la définition de l'addiction, il y a 2 éléments. Il y a l'usage compulsif, le fait qu'on ne peut pas s'abstenir d'utiliser, malgré les conséquences néfastes pour la santé et la vie sociale. Donc, il peut y avoir un usage compulsif. Il n'y a pas forcément le deuxième élément de la définition, qui est l'aspect néfaste pour la santé. Il se peut qu'il y ait un certain nombre de personnes qui aient transféré leur dépendance de la cigarette vers la cigarette électronique. C'est probablement moins addictif que la cigarette. Là encore, il n'y a pas tellement de données. Le caractère addictif du produit va dépendre essentiellement de la vitesse de passage de la nicotine dans le sang et dans le cerveau. Donc, pour ce qui est de cette vitesse de passage, Konstantinos ici a produit ces données-là qui montrent que la vitesse est nettement plus lente que pour la cigarette de tabac. Donc, c'est un indicateur que ça serait théoriquement beaucoup moins addictif que la cigarette de tabac, peut-être un peu plus que le chewing gum de nicotine. Ça donne un peu sur la base de ce critère-là, qui est la vitesse de passage dans le sang. Vous avez le temps en horizontal et la nicotine dans le sang en vertical. Vous voyez que pour les cigarettes électroniques d'ancienne et nouvelle génération, on reste très en deçà de la ligne verte qui est la cigarette de tabac. Voilà. Donc, même si les cigarettes électroniques étaient addictives, est-ce que ça serait un problème de santé publique?
Pas forcément dans la mesure où il n'y a pas d'effets secondaires. Les effets secondaires, comme on l'a dit, ne sont pas encore démontrés, mais il y a beaucoup de gens qui sont accros aussi à la gomme de nicotine. Il y a des milliers de personnes, en fait, vous en connaissez peut-être, qui doivent aller acheter régulièrement leur gomme à la pharmacie parce qu'ils en consomment tous les jours. Ils sont accros à la gomme. Ce n'est pas un problème de santé publique. Ça va leur coûter de l'argent, ça va peut-être leur déchausser les plombages dans les dents à la longue, mais ce n'est pas un problème de santé publique. Donc il faut aussi mettre les choses en proportion. Voilà, je vais un peu plus vite parce que le temps à disposition est écoulé. Je voulais vous montrer encore juste une diapositive qui me paraît intéressante. C'est celle-ci. Donc ça, c'est Clive Bates qui utilise cette diapositive. Je l'ai reprise d'une de ses présentations par rapport à la réglementation de la cigarette électronique dans le but d'en améliorer la sécurité. Admettons que la cigarette électronique est peut-être 99 ou 99,9% plus sûre que la cigarette, même si une réglementation lourde visait à améliorer encore la sécurité, à diminuer encore la toxicité de ce produit, tout ce changement-là se ferait dans le dernier pourcent de risque par rapport à la cigarette. Donc on aurait un bénéfice marginal avec un risque qui est par contre celui de diminuer la quantité de consommateurs. Vous voyez, dans ce débat-là, il y aura toujours un équilibre à trouver. Si on veut réduire le risque et les décès au niveau de toute la population, entre le risque lié au produit lui-même et le nombre de personnes qui vont l'utiliser ou qui vont passer de la cigarette à la cigarette électronique. Si en classant par exemple le produit en tant que médicament, on va augmenter la sécurité, diminuer la toxicité du produit, mais que par contre on va réduire son attractivité, alors on sera toxique pour la santé publique puisqu'il y aura moins de fumeurs qui arrêteront de fumer, même si le produit est plus sûr parmi les utilisateurs. Donc c'est cet équilibre-là entre le risque lié au produit lui-même et son attractivité pour le consommateur qui va déterminer l'impact sur la santé publique. Je crois qu'il est important de garder cette équation en tête quand on réfléchit à cette question-là. Voilà, j'arrête là pour ne pas dépasser le temps qui m'a été attribué. On aura l'occasion de répondre à des questions. Merci beaucoup, Monsieur Etter. Moi, j'ai une question là, juste à chaud. Là. On a vu, par exemple, qu'en Angleterre, il y a énormément de fumeurs qui essayaient la cigarette électronique. Je crois que les chiffres de Smoking in England, c'est à peu près 40 000 personnes qui l'essayent chaque mois, ce qui est énorme. On a vu le pic d'utilisation dépasser celui des NRT, les produits de remplacement de la nicotine. Est-ce qu'on a déjà une idée des répercussions en termes de santé publique? Est-ce que les infarctus, est-ce que les cancers du poumon, est-ce que ce genre de maladie-là, on a déjà des chiffres qui montreraient les bénéfices que l'e-cig apporte? Non, malheureusement, si vous voulez, le calendrier de la recherche n'est pas le même que le calendrier de la technologie. Pour monter un projet de recherche, vous avez besoin déjà de l'écrire, de trouver le financement, de recruter les patients, d'attendre un certain temps pour les suivre. Et de publier tout ça ensuite. Donc le calendrier-là, il n'est pas du tout sur le même ordre de grandeur. Donc on n'a pas ces données-là. On a, même pour la France aussi, donc très récemment, les données qui montrent que la consommation de cigarettes a diminué de 11% l'an dernier. Et là, on peut expliquer une partie de cette réduction par l'augmentation des prix de quelques dizaines de centimes et par les autres mesures. Mais une bonne partie de cette réduction de la consommation de cigarettes est sans doute due aux cigarettes électroniques. Par contre, comme vous l'avez dit, ce qu'on observe est aussi en France, c'est une réduction des ventes de patchs et de chewing-gum à la nicotine et une réduction aussi des consultations chez les tabacologues. Donc il semble que les fumeurs qui peut-être ont déjà essayé ces anciennes méthodes essayent une nouvelle méthode, même si la nouvelle méthode n'est pas fondée scientifiquement aussi solidement que les anciennes méthodes. Et toujours d'un point de vue de santé publique, on a vu que la plupart des utilisateurs de cigarettes électroniques continuaient également à fumer, c'est-à-dire ce qu'on appelle le double usage. Est-ce que ça représente un réel intérêt en termes de santé publique, ou est-ce que les bénéfices uniques seront sentis que si les gens arrêtent définitivement de fumer, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus du tout d'usage de tabac? Alors, alors ça aussi, comme vous l'évoquez, c'est un point très polémique. Il est souvent reproché à la cigarette électronique en fait de ne permettre que juste de maintenir les gens dans le tabagisme. Ce qu'on observe par rapport au double usage, c'est quand même une réduction. Il y a plusieurs études et on les a aussi inclus dans la revue de littérature, mais en moyenne, je dirais, ça varie d'une étude à l'autre, mais en gros de moitié de la consommation de cigarettes chez les personnes qui ont ce double usage. Maintenant, on n'a pas encore le recul avec assez long terme pour savoir si ces doubles utilisateurs finalement vont arrêter de fumer après quelques mois, ils vont passer exclusivement à la cigarette électronique. Il y a probablement un certain nombre qui vont le faire, mais le chiffre, on ne le connaît pas. Maintenant,
pour ce qui est des effets sur la santé, ce qui est déterminant, plus que le nombre de cigarettes, c'est la durée de l'exposition, donc la durée de la consommation. Le nombre d'années vous avez fumé est beaucoup plus déterminant pour votre risque que le nombre de cigarettes. Donc de passer de 20 à 10, ça ne va pas réduire votre risque substantiellement. Donc même à 4 ou 5 cigarettes, il y a dès maintenant une bonne base scientifique pour affirmer que ça augmente déjà très substantiellement le risque cardiovasculaire pulmonaire. Donc la réduction en elle-même n'est pas forcément un objectif de santé publique par elle-même. Par contre, si elle est une étape vers l'arrêt, et c'est sans doute le cas pour pas mal de gens, là ça vaut la peine. D'accord, très bien. Et juste dernière question avant de passer à Monsieur Farsalinos. J'ai lu votre livre, La vérité sur la cigarette électronique, et vous parlez à la fin de l'idée éventuelle d'instaurer une taxe pour financer des études sur la cigarette électronique, puisque aujourd'hui on manque beaucoup de ces études-là. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu cette idée parce qu'il y a beaucoup de professionnels ici présents, et j'imagine que si on leur dit tous, demain, au lieu de coûter, ça va coûter 20 €, ça va peut-être coûter 80 ou 120 € pour le consommateur, ça peut leur faire peur. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les rassurer à ce niveau-là? Disons, déjà, ça c'est peut-être pas une bonne idée, comme les Italiens, de taxer ça au même niveau que le tabac. Cependant, avec la crise des financements publics, pas seulement en France, mais aussi aux États-Unis, dans tous les pays européens, il n'y a pas beaucoup d'argent pour la recherche. Aux États-Unis, avec la pression que vous avez peut-être suivie si vous suivez un peu la presse américaine, il y a beaucoup de coupes budgétaires pour la recherche. Donc il n'y a plus d'argent pour la recherche indépendante. Et ce n'est pas une bonne idée que toute la recherche soit financée par l'industrie. Par exemple, si vous prenez les nouveaux produits chauffés qui sont produits par l'industrie du tabac, ça vient pas, c'est pas juste un produit qui vient, ça vient avec un paquet de publications scientifiques et d'études extrêmement impressionnants. Ils ont investi par centaines de millions pour faire des études à la fois chimiques, à la fois sur l'animal et déjà sur l'humain, des études cliniques. Ils arrivent avec un paquet de recherches très impressionnant, mais c'est eux qui l'ont fait à l'interne. Il n'y a pas d'études indépendantes sur ces produits-là pour l'instant. Ce n'est pas très sain. Alors, s'il n'y a plus de financement public pour la recherche et que c'est que l'industrie qui développe les produits, qui fait la recherche, c'est pas bon. D'où l'idée d'une taxe, mais ça ne va pas doubler le prix. Si vous prenez par exemple l'exemple du fonds de prévention du tabagisme en Suisse, c'est un fonds qui est alimenté par une taxe de 2,5 centimes par paquet de cigarettes. Ça produit 18 millions de francs suisses, donc par rapport à la population, ça serait comme si ça produisait 18 pour la Suisse, ça ferait 120 à 150 millions d'euros pour la France, en gros, qui sont redistribués ensuite pour des projets de prévention pour la recherche. Même ça peut paraître à l'échelle d'un pays pas beaucoup, mais quand vous connaissez les budgets pour la recherche, ça peut être substantiel. Et certaines études, les études de sciences sociales ne sont pas forcément très coûteuses non plus. Il y a des études coûteuses, d'autres qui le sont moins, qui apportent pourtant des effets aussi importants. D'accord. Pour conclure, juste une réponse oui-non. En tant que spécialiste de santé publique, est-ce que vous êtes confiant dans l'avenir de la cigarette électronique aujourd'hui? Écoutez, c'est assez imprévisible, ça va dépendre beaucoup du processus politique. Personne n'avait prévu que le Parlement européen en octobre voterait contre le classement en tant que médicament. Personne n'avait prévu non plus que les fonctionnaires de la Commission allaient, dans l'opacité presque totale, développer un nouvel article 18 de la directive qui couvre 3 ou 4 pages avec des réglementations complètement nouvelles qui n'avaient pas été souhaitées par le Parlement. Le Parlement a pourtant voté ça au mois de février. On ne sait pas comment les États vont implémenter la directive dans leur droit national. Donc, la prédiction de l'avenir n'est pas une discipline scientifique. Cependant, on peut avoir un objectif. Au lieu d'être seulement défensif, et ça, je crédite Clive Bates pour cette idée-là, qui me paraît une idée brillante. Au lieu d'être seulement défensif et de se dire on va juste se défendre contre les attaques par rapport à l'effet passerelle vers le tabac, par rapport au dual use, il faut arriver avec une proposition forte. Et la proposition forte peut s'inscrire dans l'agenda des Nations Unies sur les maladies non transmissibles, et ça serait de réduire de 50% en 2025 la consommation de cigarettes. Voilà. Diminuer de moitié la consommation de cigarettes, le marché mondial de la cigarette en 2025, 50 en 25. Voilà un argument simple et une proposition forte pour la cigarette électronique et les nouveaux produits. 50 en 25. Moins 50% du marché de la cigarette en 2025.
D'accord, merci beaucoup, Monsieur Ether. Alors, on va maintenant aborder le sujet un petit peu plus technique de la cigarette électronique, même si l'objet peut paraître un peu simple, mine de rien, il y a quand même beaucoup de choses en jeu, notamment au niveau chimique, la composition des liquides, des effets sur la santé. On a tous conscience que la cigarette électronique est une méthode de réduction des risques pour le fumeur, mais quel est l'état aujourd'hui de la connaissance scientifique? Quelles sont les zones de certitude? Quelles sont les zones d'ombre? Et pour cela, donc, on va accueillir Monsieur Farsalinos, qui est cardiologue grec et qui a beaucoup travaillé depuis les dernières années sur le sujet. Bonjour à tous, merci beaucoup. Désolée, je vais parler en anglais ce matin, donc vous pourrez suivre la traduction française. Alors, bien évidemment, on a fait pas mal d'études au niveau de la cigarette électronique et des expériences qui, de 2 ans et demi, etc., on a impliqué tout ce qui concernait la sécurité des cigarettes électroniques, mais aussi on a impliqué, bien évidemment, la population des vapoteurs et des personnes intéressées directement. Alors, comme je le disais, eh bien, c'est un nouveau produit, en fin de compte, qui rentre sur le marché et ça croît de plus en plus, en particulier de 2009 à 2010, on a eu un boom et vraiment beaucoup de jeunes, les jeunes, c'est-à-dire les personnes de 30, 40 ans en particulier, et c'est un produit très excitant, si on peut dire, parce qu'il y a bien évidemment quelque chose qui est lié à l'addiction, au comportement de l'addiction, et puis aussi tout ce qui est de l'administration de la nicotine, n'est-ce pas? Et donc il y a tout ce qui sort et tout ce qui rentre, donc tout ce qu'on on accumule et tout ce qu'on inhale. Eh bien, on a bien évidemment étudié tout ce qui concernait les produits qui ne contenaient ni tabac ni combustion. Alors, on n'a pas de réglementation, n'est-ce pas, sur ceci, et voilà ce qui pourrait être une révolution scientifique empirique sur ces données. Alors, comme je le disais, on a... donc, pourquoi est-ce qu'on n'a pas ces documents? Bien, parce que d'abord, au niveau des NRT, on avait des taux de succès ou de réussite très bas, et 0 parfois, bon, après, avec des supports psychologiques au niveau des utilisateurs, ça peut changer, mais néanmoins, dans la meilleure des situations, on en arrive à moins de 20% au niveau de prescription. Donc, en fin de compte, ce sont des personnes qui ne veulent pas ou ne peuvent pas cesser de fumer, qui pourraient être intéressées donc, à ce produit. Donc, c'est le quit or die strategy, c'est-à-dire la stratégie de laisser ou de mourir, n'est-ce pas, qui a été toujours appliquée. Eh bien, sans un aspect médical qui a un succès, eh bien, on ne peut pas arriver à avoir, comment dire, un point de vue fort. Et donc, s'il y a une alternative au tabac, il faut le faire. Alors, on a fait une évaluation au niveau du risque et de la sécurité qui se fonde en 2 parties, qui se base en 2 parties, celle qui est chimique et celle qui est au niveau des utilisateurs. Et on a, du moins avec Riccardo Pollosa, on a essayé, le professeur Pollosa, on a essayé de faire des études au niveau de l'évaluation des risques sur les substituts à pouvoir utiliser, comme vous le voyez, de façon systématique. Et là encore, on a impliqué de différents secteurs, le secteur industriel, etc. Et qu'est-ce qu'on a vu en fin de compte? Eh bien, on a dû penser à quoi le comparer, cette étude que nous avons faite, donc au niveau d'une utilisation nulle, donc de rien utiliser, d'utiliser par contre d'autres moyens. Et en fin de compte, on a bien vu que la cigarette électronique devait être produite pour des fumeurs, seulement pour eux, mais aussi comme substitution, n'est-ce pas, de moyens de substitution pour les personnes qui ont laissé ou qui auraient été des fumeurs durant toute leur vie si la cigarette électronique n'avait pas existé. Donc on a fait différentes comparaisons sur des groupes de personnes. Bon, alors la première, donc avec les fumeurs, comme je le disais, au niveau clinique, sur le long terme, au niveau des utilisateurs, qui devraient être comparés, donc les vapoteurs avec les fumeurs. Donc une comparaison claire. Et là encore, dans certains cas, on n'a pas de raison claire qui explique une comparaison entre les 2 groupes. Peut-être que c'est des gens qui auraient cessé de fumer ou d'autres qui, en fait,
fait commencent tout simplement et n'ont jamais fumé, mais commencent à vapoter dès le départ. Alors, tout d'abord, la nicotine n'est pas la raison, n'est-ce pas, qui est claire pour la maladie, les maladies qui concernent les fumeurs. C'est officiellement non quelque chose de carcinogène, n'est-ce pas, d'après les agences de recherche, et ça ne cause pas les cancers du poumon. Il y a un effet qui est minimum au niveau des maladies cardiovasculaires, et ça, c'est différent de ce que les personnes ou même les médecins disent en général. Et puis, y compris dans les cigarettes électroniques, c'est pas en fait la nicotine qui nous concerne, qui nous intéresse, bien sûr. Après, on a tout l'aspect de la dépendance, de l'accoutumance, de l'addiction. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir d'un point de vue chimique qui pourrait créer des maladies sur le long terme? Bon, on a fait des études. Jean-François vient de nous le dire. Il en a fait donc des études qui nous permettent de voir, n'est-ce pas, les effets immédiats par rapport aux utilisateurs de cigarettes électroniques comparés justement aux fumeurs traditionnels. Et ça, c'est ce qu'on peut voir. On voit ici clairement que, en fin de compte, beaucoup d'utilisateurs, eh bien, absorbe bien évidemment moins de nicotine. Donc là, on parle d'une quantité quotidienne d'absorption, d'administration de nicotine. Et donc, on peut voir les différents niveaux comparés, donc des vapoteurs comparés aux fumeurs. Donc, on n'a pas, on n'a pas d'absorption ou d'administration quotidienne au niveau de l'overdose. Et donc, on a pu aussi voir que tout ce qui est de l'administration au niveau de la nicotine est très bas, y compris avec les objets de la 3e génération. Et les personnes qui sont, donc les vapoteurs, eh bien, ont à 35 minutes, n'est-ce pas, à atteindre pour rejoindre le fumeur en 5 minutes. Donc, c'est le niveau de nicotine de 35 minutes qui est, avec le vapoteur, qui correspond à 5 minutes du fumeur traditionnel. Donc, ça, c'est l'administration, la vitesse d'administration, d'absorption de la nicotine, si vous voulez. Donc, c'est clairement différent. Et puis, maintenant, au niveau des nitrosamines aussi, c'est un groupe de chimiques qui sont des carcinogènes et qui sont présents dans la plupart des cigarettes électroniques. Donc, en fait, on peut voir ici, dans la dernière colonne de droite, eh bien, on a là le taux qui est comparé donc, entre la cigarette électronique et la NRT, donc le remplacement au niveau de la nicotine. Eh bien, si on regarde par exemple 8 ou 9% en moins, comme vous le voyez. Et là, ce sont des produits pharmaceutiques, bien sûr. Donc, si on considère les produits qui sont comparés donc, à la cigarette traditionnelle, avec des marques de cigarettes, on a de 1900 fois plus au niveau des nitrosamines pour la fumée qui est comparée au vapotage. Donc, vous voyez la différence énorme selon les graphes ici proposés. Donc ça, c'est une étude faite en Corée où on a testé les e-liquides donc, par rapport à leurs composantes. Maintenant, qu'en est-il au niveau... Toujours au niveau chimique, les produits métalliques, n'est-ce pas, à l'intérieur, on a différentes parties. Dans les atomiseurs, par exemple, on s'attend à trouver des métaux qui rentrent à l'intérieur de la vapeur. Et puis, on devrait éclaircir aussi le fait que les États-Unis, les critères américains et européens sont différents sur ce point. On accepte la présence de métaux dans les ingrédients basiques des cigarettes électroniques. Ils acceptent 5 sur 1000, 5 parts sur 1000. Et donc, ce sont des niveaux qui sont aussi pour d'autres composantes. Donc, on peut s'attendre à trouver, en effet, aussi ces principes. Mais en toxicologie, ce n'est pas la substance, mais c'est la quantité qui définit la toxicité.
Ensuite, ici, on a d'autres exemples qui nous permettent de comparer le cuivre, par exemple, et d'autres métaux. Rappelez-vous, regardez ces chiffres, ici. Désolé. Voilà. Je pense que je me suis trompée de diapo. Bref, je voulais vous dire ici que il y a, au niveau du FDA, donc aux États-Unis, eh bien, une étude où on a pu définir les limites acceptables des métaux présents, qui peuvent être présents dans le cadre des substances pharmaceutiques, et ce, quotidiennement. Donc l'utilisation quotidienne, en fin de compte, de la quantité quotidienne que l'on peut inhaler d'un point de vue pharmaceutique, eh bien, est plus de 100 fois comparé à ce que l'on accepte pour les cigarettes électroniques. Donc, en fin de compte, on a trouvé du nickel, du cuivre, etc. Bref, il faut comparer, non pas, c'est pas la présence de ces métaux, mais c'est, comme je le disais, la quantité acceptable de ces substances. Alors, ici, on a pu voir dans notre étude, on a testé eh bien, la génération plus vieille, non, des cigarettes, et on a pu voir tout ce qui concerne la toxicité de ces produits, et on peut les comparer aux cigarettes traditionnelles, hein, donc on peut voir les différences. Donc, on parle de produits chimiques présents dans les cigarettes. Il y en a 15 qui ne sont pas du tout présents, qui sont totalement absents des cigarettes électroniques. Donc, là encore, une grande différence au niveau des produits chimiques. Et puis, encore au niveau de la toxicité pour les liquides, eh bien, là encore, une autre étude qui a été faite par Goniowicz, eh bien, en 2013, tout ce qui concerne les niveaux, la présence des niveaux de ces substances, certes, et dans les médias, on parle toujours des carcinogènes, des substances qui sont présentes et tout, mais après, il faut vraiment définir de quoi on parle. Donc, regardons les niveaux, encore une fois, 9 fois inférieurs par rapport aux cigarettes traditionnelles, 100 fois inférieurs par rapport à d'autres substances. Bref, il faut vraiment pouvoir parler clairement de ces données de façon claire et comparer avec les cigarettes traditionnelles. Donc, ça c'est la diapo dont je parlais il y a un instant. 5 microgrammes comparé à 0,02% au niveau de la comparaison. Et ça correspond aux produits qui sont prescrits au niveau pharmaceutique. Donc, on a c'est 5 fois inférieur, n'est-ce pas? Et là encore, par exemple, le cuivre aussi. Donc, on a encore plus de métaux qui proviennent des produits pharmaceutiques comparé à la cigarette électronique, donc c'est beaucoup plus bas. Ensuite, au niveau du vapotage passif, eh bien, là encore, il y a des substances qui sont totalement absentes. 1, c'est le niveau minimum de détection, donc vous voyez bien, et on en a la plupart qui sont en dessous de 1. Donc, la cigarette conventionnelle sur la droite, eh bien, vous voyez au contraire que là, tous les produits chimiques sont bien présents. Et puis, encore ici, une étude intéressante, on était dans une chambre d'hôtel, on a invité 5 fumeurs qui ont fumé pendant 5 heures, et dans une autre, 5 jours plus tard, on a invité 5 vapoteurs dans la même chambre d'hôtel, et bon, ils ont pu fumer autant qu'ils ont vapoté, autant qu'ils voulaient. Alors, voilà ici tout ce qui concerne les particules carboniques présentes dans la chambre. Donc, on a mesuré tout ça avec tous les équipements nécessaires. Après 5 heures, 6,6 mg au niveau des mètres carrés dans la chambre, comparé à 0,03 pour la cigarette électronique. En réalité, le niveau maximum qui a été trouvé ici, qui provenait de la cigarette électronique après 5 heures, eh bien, c'était le niveau qui était présent dans les dans les fumeurs de cigarettes traditionnelles après 11 minutes. Donc, 11 minutes comparé à 5 heures. Donc, voilà la différence claire ici. Donc, je répète.
Pour conclure, au niveau de ces études chimiques, eh bien, l'exposition à ces produits chimiques est beaucoup plus bas. Donc, bien évidemment, au niveau de la cigarette électronique comparée, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, à la cigarette traditionnelle. Mais on doit prendre en considération aussi qu'il y a eh bien, des centaines, des milliers de produits chimiques qui ne sont tout simplement pas présents dans la cigarette électronique, alors qu'ils sont présents dans les cigarettes traditionnelles. Donc, ce n'est pas qu'on a des problèmes ou des données qui concernent les maladies ou cardiovasculaires, carcinogènes, mais il faut surtout bien pouvoir comparer les substances, et en particulier les substances chimiques. Ensuite, maintenant, au niveau des goûts ou des saveurs qui sont utilisées, eh bien, il faut, là encore, faire bien attention. Il faut attendre ce qui est en train de se passer, ce qui va se développer, et voir les niveaux de toxicologie présents. Et puis, là encore, les ingrédients, au niveau des aldéhydes, par exemple, qui proviennent eh bien, de l'industrie alimentaire, comme vous le savez. Donc, il faut savoir si c'est... normalement, d'après les études qui ont été faites, ça ne cause pas de problème au niveau alimentaire. Donc, il faut voir si ça crée des problèmes au niveau de l'inhalation. Donc, peut-être que ça pourrait en effet être inoffensif au niveau alimentaire, mais peut-être pas pour le vapotage. Et puis, encore d'autres points comme la température ou le degré de puissance, la consommation. Et là encore, les particules chimiques, leur dimension, leur présence, et puis, bien sûr, l'administration de la nicotine qui devrait encore être améliorée. Et c'est une idée que tout le monde a, puisque la nicotine doit encore être améliorée pour pouvoir rendre le produit encore plus brillant et avec un succès encore plus important. Bien, les études au niveau de la toxicologie, là encore, aucune... On a fait des études justement sur les animaux et sur les cellules, et donc on a pu faire des comparaisons au niveau des substances chimiques. Donc on peut voir quels sont les usages qui sont proposés. Bien évidemment, on a beaucoup de méthodologies qui sont utilisées au niveau du protocole dans les laboratoires, et puis aussi tout ce qui concerne le dry-puff ou la bouffée sèche. Et donc ça, c'est important pour pouvoir faire des études sur le long terme. Les premières études qui ont été faites par un groupe de chercheurs, et en fait, il y a eu deux groupes de chercheurs, le mien et puis le groupe Talbot, qui ont mené à bien ces études. Donc en 2012, on a fait plusieurs études sur les liquides. Certains étaient toxiques, d'autres ne l'étaient pas. Et on a fait aussi une deuxième étude qui a été publiée l'année dernière au niveau de la toxicologie de l'inhalation. 20 liquides qui ont été comparés avec, bien évidemment, la cigarette traditionnelle. Et là, on peut voir sur la dernière ligne, le taux global. Donc, les cellules, on voit le taux de survie des cellules. Vous voyez les chiffres qui sont proposés sur la dernière ligne. Et ça, on a fait aussi d'autres comparaisons. Là encore, par exemple, la cigarette traditionnelle, dans ce cas-là. C'est très important, comme je le disais, de faire des comparaisons entre les deux. Il faut avoir les données en main. Et ici, par exemple, dans cette enquête, les extraits présents, la concentration d'extraits présents au niveau des extraits qui ont été dilués dans différentes possibilités. Donc, les dilutions en question ont été faites avec la cigarette traditionnelle aussi. Et justement, on a pu voir la réaction des cellules après une exposition de 24 heures face à ces produits, et la différence de réaction entre le taux de survie des cellules après l'administration de la vapeur ou de la cigarette traditionnelle. Donc, voilà. Encore d'autres cas au niveau de la toxicité, par exemple l'utilisation de la cannelle ou d'autres ingrédients. Donc, la durée de vie des cellules aussi, ici, nous ont démontré que justement la dose, la quantité présente de certains ingrédients était beaucoup plus importante justement dans la cigarette traditionnelle. Et c'est vrai que ça a été vraiment très clair, parce qu'il y avait eu beaucoup d'aspects non toxiques qui ont été vérifiés, comme ici. C'est le cas de la cannelle. Le taux de toxicité avec des
le taux était encore plus bas de ce qui est approuvé et utilisé. Donc, on parle de cinamaldéhyde en réalité, hein, donc c'est ça la substance en question. Et donc, encore une fois, au niveau de la cinamaldéhyde, par exemple, des comparaisons avec la cigarette traditionnelle, des taux de toxicité très élevés, y compris avec d'autres liquides qui étaient liquides. Et le niveau, là encore, dans la cigarette électronique était 3 fois inférieur au niveau donc, de sa toxicité par rapport à la cigarette traditionnelle. Et d'autres étaient même 10 fois inférieurs. Mais vraiment, là, je parle des pires, des données les pires. On passe de 3 à 10 fois inférieurs. Ici, on a des photos qui proviennent du microscope de cette étude-là. Ça a été fait sur les cellules et donc on peut voir comment, eh bien, elles ont été. Il y a une incubation de ces cellules et donc une exposition au départ ni à la cigarette ni à la e-cigarette. Dans le deuxième, c'est par contre que l'exposition à la e-cigarette. Donc, vous le voyez ici, les cellules qui sont plus ou moins les mêmes. Et par contre, sur la photo de droite, eh bien, on voit tout ce qui concerne la cigarette traditionnelle. Et non seulement elles sont mortes, ces cellules, mais elles sont totalement en dissolution. Donc, la plupart sont déjà mortes dès le départ. Donc voilà, ça correspondait à 3%. Il n'y a eu que 3% des cellules qui ont survécu à l'exposition ou à l'administration à la cigarette. Alors, y a-t-il des conflits au niveau des résultats par rapport aux études qui ont déjà été faites, donc? Dans mon étude, dans mon enquête, eh bien, on a utilisé donc la vapeur avec l'inhalation de la vapeur, n'est-ce pas? On n'a pas d'aspiration de liquide, donc on a pu aussi voir tout ce qui concentrait les recharges de liquide et puis tous les objets, les fioles, les flacons qui sont substitués, remplacés et tout ce qui concerne aussi l'approbation des produits liés à la médecine, donc les normes ISO 10903, etc. Donc ensuite, on a bien évidemment étudié, on a fait des tests sur les fibroblastes et sur les cellules, comme on l'a vu ensemble, au niveau des problèmes cardiovasculaires ou de leur déclenchement. L'autre groupe, le groupe Talbot, donc, qui a fait cette étude de façon parallèle, a fait des expériences sur la liquide, mais ils n'ont pas utilisé, en fin de compte, la vraie cigarette, l'objet en lui-même. En fait, ils ont pris les liquides et dans la plupart des cas, ils ont utilisé des saveurs ou des goûts concentrés. Et en fait, vous savez que quand on étudie des liquides concentrés, c'est pas la même chose, hein. Donc, comment dire? Tous ces échantillons ont été utilisés, n'est-ce pas? Mais en fin de compte, ils ont utilisé différents échantillons, mais ça représente des utilisations de produits ou de liquides qui sont concentrés. Donc, ils ont fait des méthodes internes, ils utilisent donc leur méthode interne, et aussi, donc, eux aussi sur les cellules et les fibroblastes. Donc, après, libre à vous de penser ou de vous faire une opinion sur quelle est, entre les deux études, la plus fiable ou aussi la plus, proche, en fin de compte, de notre objectif. Donc, globalement, au niveau de l'aspect clinique, c'est difficile à définir, hein, parce qu'on a besoin de beaucoup d'argent, on a besoin d'avoir des résultats sur le long terme, on a besoin de prendre en compte les problèmes, les maladies qui sont liées à tout cela. Et donc, comme je le disais, le long terme, il faut attendre cela et voir quels sont les bénéfices réels de la cigarette électronique. Néanmoins, quelques cas ici. Jean-François nous parlait des problèmes de pneumonie qui étaient liés à l'utilisation de ceci. C'était une étude où on a faite il y a quelques années. Et là encore, on disait que, clairement, hein, je cite ici, c'était un problème lié à la présence de lipides, de substances lipides, vous le voyez, dans les poumons. Et dans les poumons. Et donc, là encore, il faut, voir quelle était l'exposition à ces huiles en question.
Et hier, le premier cas de pneumonie a été trouvé en Espagne. Hier. Et ici, vous le voyez, présence, en effet, de glycérol au niveau de la pneumonie. Donc là encore, c'était c'est ce qui a causé la maladie en question. Bon, mais néanmoins, c'était le premier cas. Et au niveau d'une étude, la glycérine n'est pas un lipide. C'est un alcool, en fait, contre la glycérine. Et donc, c'est quelque chose de chimique. C'est cette étude spécialisée de cette université en chimie qui a évalué ça. Donc, je répète, la glycérine, c'est un alcool, ce n'est pas un lipide. Donc, ça remet en cause pas mal de choses. Et ça, c'est de la chimie basique, n'est-ce pas? Et donc, quand une substance n'est pas un lipide, elle ne peut pas causer ce problème de pneumonie ou cette maladie. La pneumonie lipoïde peut être causée, n'est-ce pas, quand on inhale de l'huile, des liquides huileux. Et donc, bien sûr, il y a des goûts, des saveurs sur le marché, mais qui ne sont pas appropriées, qui ne peuvent pas être utilisées par les cigarettes électroniques, parce qu'on l'utilise dans l'industrie alimentaire, n'est-ce pas, comme dans la pâtisserie. Mais, dans beaucoup de cas, la plupart de ceux-ci sont dilués dans de l'huile végétale, et donc ça peut être possible que quelqu'un a acheté ceci sur le marché, ces saveurs sur le marché, ces huiles sur le marché, peut-être qu'il ne savait pas qu'il n'était pas adapté, approprié à cet usage-là. Et en fin de compte, il l'a utilisé de façon pour la cigarette électronique. Alors, ça pourrait être le cas de la pneumonie, mais pas la glycérine. La glycérine ne peut jamais causer la pneumonie. Donc, lipoïde. Et donc, c'est bien cela, il faut bien évaluer l'aspect dangereux ou pas des produits, voir quelles sont les associations de consommateurs, voir aussi comment on peut régler, définir et réglementer les standards, les normes possibles pour pouvoir vendre ces produits-là. Et puis aussi, il faut avoir des consultations avec les experts, chose qui n'a pas été faite ici. Donc, en fin de compte, on parle de 2 cas, n'est-ce pas, sur des millions de cas d'utilisation de la glycérine. Donc, comme je disais, si la pneumonie lipoïde pouvait être créée par la glycérine, on le serait depuis longtemps. Donc, vraiment, beaucoup d'enquêtes qui ont été faites, qui nous ont aidés dans nos études. On a fait des essais randomisés aussi, qui nous ont permis de voir au niveau du sevrage quels étaient les impacts, quels étaient aussi, comment dirais-je, l'évaluation de ces produits-là et leur durabilité aussi dans le temps. Donc, quelles sont les saveurs, quels sont les goûts, quels sont les degrés de satisfaction des utilisateurs. Bref, ce sont vraiment des points qui sont utilisés et qui devraient être à la disposition aussi des différents tests randomisés. Donc, en fin de compte, l'utilisation de ces produits ne correspondent pas et ne sont pas toujours appropriés à la cigarette électronique et à ces objets. Donc, il faut voir, comme je le disais, les études sur le long terme. Par exemple, au niveau, des fonctions pulmonaires ou des maladies pulmonaires, quels sont les résultats on pourra obtenir, les effets sur les effets secondaires ou les effets éventuellement aussi, quels pourraient être les effets donc secondaires sur le long terme, et puis les problèmes cardiovasculaires, les éventuelles dysfonctions cardiovasculaires, etc. Et puis, pas d'effet, donc c'est ce qui a été vu, pas d'effet direct au niveau... pas d'effet secondaire sur les habilités du cœur à administrer l'oxygène. Donc, tout ce qui concerne les maladies cardiovasculaires et les différents aspects ont été pris en considération et on est très content aussi et on veut d'ailleurs bien sûr remercier toute la communauté des vapoteurs pour la participation très importante, massive, vraiment tous les consommateurs, plus de 19 000, figurez-vous, avec vraiment des enquêtes en ligne dédiées à tout cela. Et ceci va être publié dans très peu de temps et aussi on a pu,
avec un ami français, eh bien, aller dans le détail, voir dans le détail tout ce qui a été fait aussi au niveau de la traduction grâce à lui. Et donc, on pourra avoir ces documents traduits puisqu'on a eu beaucoup de participants français aussi. Donc, voilà, la publication, donc, en tout, on a eu 19 441 vapoteurs dédiés et qui ont rempli et répondu aussi au questionnaire, bien sûr. Et ce, comme je le disais, dans le monde entier, aux États-Unis aussi. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir pour conclure? Eh bien, quels sont les matériels utilisés dans les atomiseurs? Est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est pas sûr au niveau de la mèche, au niveau des plastiques? Est-ce qu'il y a du silicone, par exemple, ou du coton? Puisque c'est un peu la mode aussi maintenant, la nouvelle tendance. Et puis, quels sont l'aspect lié à la résistance, les substances qui sont inhalées, certaines sont plus résistantes que d'autres. Donc ça, c'est pas forcément facile toujours à évaluer. Donc une différence entre eux. Et puis, comme je le disais, les effets de la puissance, de la consommation. Quelle est la puissance en watts? Et donc, quelle est la puissance qui va administrer la nicotine de façon plus appropriée? Là encore, il s'agit de voir sur ce chemin-là, qui est sur le long terme, quels seront les effets secondaires ou tout simplement les conséquences. Et puis, aussi la nouvelle génération. On n'a pas encore fait de tests sur ces produits-là. On a beaucoup de vendeurs, beaucoup de producteurs, mais ils n'ont pas toujours les bons critères de production de façon à ce que ce qui est moins cher, par exemple, à évaluer ce qui est moins cher à produire, ce qui produit des meilleurs effets de façon plus appréciée aussi. Donc, voilà. Les critères aussi, donc, comme je le disais, au niveau de la sélection des produits, ne sont pas encore totalement bien identifiés. Qu'est-ce qui est encore nécessaire? Eh bien, c'est d'avoir plus de participants de l'industrie, parce qu'actuellement, nous n'en avons aucun. Il y a un manque aussi d'expertise, puisque, bien évidemment, on ne s'attend pas à avoir un businessman qui soit un expert, mais néanmoins, il faut avoir, comment dire, les compétences, un minimum de compétences nécessaires. Donc, bon, c'est clair, on ne peut pas avoir des compétences en lisant Wikipédia ou en se limitant à des données limitées. Donc, là encore, pas suffisamment d'implication d'experts parce que, bon, voilà, ça coûte de l'argent, donc ce sont des investissements à faire. Et il y a aussi donc des consultations qui seraient nécessaires à faire, sinon on ne pourra pas avoir des données claires. Et c'est vrai que dans certains cas, on ne sait même pas quoi tester, n'est-ce pas? Et puis, au niveau de l'industrie, eh bien, là encore, il faut investir sur certains produits, donc il faudra voir quelles sont les évidences, les produits les plus clairs qui sont étudiés, et dans les 3-4 prochaines années, eh bien, probablement que la grande industrie dominera. Et les niveaux scientifiques par rapport justement à l'industrie en question, eh bien, est très élevé. Donc il faut qu'on puisse avoir des comparaisons claires au niveau industriel sur les données entre la cigarette et la cigarette électronique. Bref, tout cela est positif parce que c'est vrai que ça va nous permettre de mener à bien nos recherches, de voir aussi quelle est la disponibilité de ces agents, de ces acteurs sur les marchés. Et ça, c'est à vous, en tant que producteur aussi. Il faut réaliser, il faut vraiment bien comprendre. Et il faut travailler ensemble. On ne peut pas être seul, n'est-ce pas? Parce que, comment dirais-je, si on est tout seul, on ne pourra pas atteindre ces données, ces niveaux de compétences et d'expertise dont on a besoin. Donc, il faut vraiment s'unir, s'assembler. Et chacun est petit, en fin de compte. Mais c'est vrai qu'en étant unis, eh bien, on aura plus d'opportunités et plus de potentialités à développer. Donc, voilà. Je pense que c'est une révolution, vraiment une vraie révolution, la cigarette électronique. Et il n'y a pas de doute que, bien évidemment, ça crée moins d'effets nocifs, c'est évident. Et on aura besoin aussi des preuves, n'est-ce pas, de ces bénéfices, de ces données. Actuellement, nous n'en avons pas au niveau des études cliniques, puisque nous avons des études au niveau des ingrédients, comme je l'ai expliqué, ou des substances, donc ce qui est présent dans la cigarette et pas présent dans la cigarette électronique, comme je l'ai démontré. Ensuite, il y aura la possibilité d'éviter les ingrédients qui sont nuisibles et nocifs. Et puis, on doit aussi améliorer les produits en général.
aussi au niveau de l'administration de la nicotine, et puis aussi le futur, n'est-ce pas? Et à moins que l'on change les données au niveau industriel, c'est vrai que l'industrie, la grande industrie du tabac va prévaloir. Donc c'est vrai que dans le futur, ça pourrait être un produit qui ressemble, comme vous le voyez, à une batterie, etc. Donc, bon, ça pourrait être une idée, puisque c'est l'industrie qui va de l'avant, et pas que au niveau des cigar likes, donc des produits, disons, semblables ou assimilés. C'est la deuxième génération, et donc peut-être qu'on va pouvoir rentrer même carrément dans la troisième génération de produits, et ça, c'est encore quelque chose que l'industrie devrait réaliser. Merci de votre attention. Alors, on a abordé beaucoup de points techniques avec vous, Monsieur Farsalinos. Je vous laisse prendre votre casque. Oui, alors je disais qu'on a abordé beaucoup de points techniques avec vous. J'ai envie de revenir sur un débat qui date maintenant, dont on a souvent parlé dans les communautés de vapoteurs en ligne, etc. C'est ce fameux débat propylène glycol, glycérine végétale. On a souvent entendu dire 70%, 30%, c'est bien, les liquides 100% VG, attention, la température, l'acroléine. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui? Est-ce que ce débat pour vous est fini, est mort et voilà, on a assez de données aujourd'hui pour répondre à cette question? Le débat n'a même pas commencé réellement. Et la raison pour laquelle il n'a pas commencé, c'est que l'industrie qui produit les mixtures choisit d'utiliser le propylène glycol n'a pas fait de test pour nous montrer quel type de vapeur est produit d'une vapeur de PGVG et quelle serait l'option la plus sûre. Aujourd'hui, il n'y a aucune publication qui compare les différences dans ces ingrédients de base et la façon dont c'est reflété en termes de toxines dangereuses dans la vapeur. Donc, c'est un sujet qui est quand même très ouvert encore. Et le sujet, on n'a pas de réponse. On a vu tout à l'heure qu'il y a certains arômes, notamment la cannelle, le café. On a vu qu'ils avaient des profils toxicologiques différents. Aujourd'hui, dans les techniques commerciales employées par les fabricants de liquides, on voit souvent des termes, par exemple, comme glycérine biologique, mais aussi arômes naturels, arômes artificiels, huiles essentielles aussi. Vous nous avez prévenu que forcément, peut-être certaines n'étaient pas propres à la consommation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce débat des arômes artificiels ou naturels? Est-ce que finalement, différence, pas de différence? Que dire aux consommateurs et aux professionnels? Yes. Oui, concernant la cannelle, j'ai parlé d'une étude que vous avez vue et je pense que beaucoup de vapoteurs ont entendu parler de cette étude. Il n'y a aucune technique pour la production de liquide. Malheureusement, une technique, ça veut dire qu'on a une base scientifique pour ce qu'on fait. Mais aujourd'hui, l'étude, si j'aime le parfum, le goût ou non, et si les consommateurs aiment le goût ou non, ça, c'est pas technique. Ça, c'est juste un sentiment olfactif, l'odeur, le goût. La technique, ça veut dire, pour la cannelle, c'est très facile et assez peu onéreux de définir quel est le niveau sûr de cannelle qu'on peut utiliser dans un liquide. Personne ne le fait. Personne n'a demandé à le faire. Donc, c'est un problème des fabricants eux-mêmes. Et comme je l'ai dit, c'est un problème d'utiliser leurs propres critères pour la production. Et même après ces histoires avec la cannelle, et à mon avis, ce n'est pas un problème réel, parce que comme je l'ai dit, ils ont testé la cannelle en forme liquide, et 4 échantillons sur 8 testés étaient des goûts, des parfums concentrés. Mais c'est quand même facile de faire une étude toxicologique, de choisir des niveaux différents de cannelle dans un liquide et vérifier qu'est-ce qui est toxique. C'est très facile. On peut le faire en 15 ou 20 jours. Ça ne coûtera pas plus de quelques milliers d'euros, mais personne ne le fait. Donc, il n'y a pas de technique pour la production. En termes
arômes artificiels, arômes naturels. Je pense que c'est plus sûr d'utiliser les arômes artificiels, c'est plus sûr. Et il vaut mieux pas utiliser les arômes naturels. Je ne recommande pas l'utilisation des arômes naturels. La raison est celle-ci. Ça va peut-être vous paraître un peu radical comme point de vue et vous serez peut-être un peu étonné. Mais il y a une raison très simple. Ce sont des substances approuvées pour l'alimentaire. C'est très bien pour la nourriture ou pour le café d'ajouter une saveur naturelle, un arôme naturel. Mais le problème avec les extraits naturels, c'est que l'extra, c'est pas seulement l'arôme. Il y a beaucoup plus de produits chimiques qui viennent du produit naturel, qui viennent dans l'extrait, qui n'ont pas de contribution par rapport au goût. Donc, mais on les inhale quand même. Donc, on inhale plus de produits chimiques sans aucune raison, parce qu'ils n'apportent aucun goût. Et ces produits chimiques ne sont pas censés être inhalés. Ce sont des produits qui sont faits pour être mangés. Donc, mon avis, c'est qu'il faudrait utiliser des produits artificiels, des substances produites artificiellement, cinamaldéhyde, vanilline, on peut les produire artificiellement, c'est produit chimiquement. Et quand c'est produit chimiquement, c'est juste la vanilline. Si on prend un extrait de vanilline, on aura de la vanilline et on aura d'autres substances qui ne contribuent pas au goût. Donc, les extraits naturels sont des produits de bonne qualité pour l'utilisation alimentaire. Mais à mon avis, ce ne sont pas de bons produits. Je suis désolée si certains parmi vous utilisent les produits naturels, mais à mon avis scientifique, ce n'est pas une bonne idée de les utiliser pour les e-cigarettes, les cigarettes électroniques. Je sais que vous avez parfois le sentiment que ça peut être un avantage parce qu'il y a un avantage marketing avec un produit peut-être naturel, mais ce n'est pas vrai pour la cigarette électronique, à moins de tester et de démontrer que cet extrait naturel est sûr à l'inhalation. Pour la nourriture, pour le thé, pour le café, pas de problème. Extrait naturel. Maintenant vers Jean-François Hetter, on a vu dans une des études de Konstantinos Farsalinos que la nicotine via la cigarette électronique était environ 7 fois plus lente à arriver dans le sang que via une cigarette de tabac. Et M. Farsalinos nous faisait remarquer qu'il fallait que les cigarettes électroniques s'améliorent dans ce principe de délivrance de la nicotine. Alors la question c'est comment déjà on améliore ça, et je pense savoir que l'industrie du tabac s'est déjà posé les mêmes questions, et on a conscience aujourd'hui que par exemple il y a de l'ammoniac qui est ajouté dans le tabac est traité, la recette du tabac est extrêmement précise, des ingénieurs ont travaillé, des millions de dollars ont été investis là-dedans. Est-ce que vous n'avez pas peur des dérives commerciales qu'on pourrait voir aussi dans l'industrie de la cigarette électronique, au même titre que celle du tabac? Alors, cette question-là, elle est vraiment centrale et cruciale. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que vous inhalez tous de la nicotine plutôt que de la manger ou de la boire ou de vous la coller sur la peau? C'est parce que l'inhalation permet un passage plus rapide dans le sang et donc de créer cette réaction chimique dans le cerveau qui vous donne le plaisir lié à la nicotine et aussi l'atténuation des effets désagréables du manque de nicotine, les fameux symptômes de sevrage de la nicotine. Alors, pour ce qui est de la cigarette de tabac, il y a, comme vous l'évoquez, cette fameuse polémique de l'ammoniac qui explique le succès de la cigarette Marlboro dans les années 60 et 70 davantage que le fameux cow-boy. C'est qu'ils ont compris à ce moment-là qu'en contrôlant le pH, donc l'acidité de la fumée, notamment en ajoutant de l'ammoniac, mais après, comme il y a eu la polémique, ils ont retiré l'ammoniac, ils ont mis d'autres substances. Mais dans la cigarette de tabac, la nicotine est dosée d'une manière aussi précise et aussi stable que dans un médicament. Donc la cigarette de tabac est fabriquée en réalité comme un médicament. C'est un médicament pour donner la nicotine à une dose tout à fait aussi précise que dans un médicament. Maintenant, donc ils comprennent bien ça. S'ils font de nouveaux produits, que ce soit des cigarettes électroniques ou des produits qui chauffent le tabac, ils ont une compréhension approfondie de ce phénomène-là. Maintenant, si vous regardez parmi toutes les personnes qui testent la cigarette électronique, quelle est la proportion qui se convertit à l'usage quotidien? Quelle est la proportion qui arrête de fumer? C'est pas tellement, en fait. Il y a beaucoup de gens qui l'essayent, il y a beaucoup de gens qui abandonnent. Peut-être pour d'autres raisons, mais peut-être aussi pour la raison qu'elle ne fournit pas de la nicotine assez vite. Comme la diapositive l'a montré, c'est beaucoup plus lent qu'avec la cigarette. Alors il faudrait sans doute des produits
qui accélère ce passage de la nicotine dans le cerveau et dans le sang pour produire ce fameux pic de dopamine dans le cerveau, ce shoot, si on veut, parce que c'est d'un shoot, c'est comme en langage de drogué dont on parle, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a le contrôle donc, de l'acidité par l'ammoniac. Konstantinos me dit que ce n'est pas ça, que c'est plutôt la taille des particules. Il faut qu'il y ait une fenêtre dans la taille de la particule pour qu'elle se dépose dans l'alvéole pulmonaire et qu'il y ait un passage dans le sang. Si la particule est trop grande, elle va se déposer dans la gorge ou dans les bronches, et elle est trop petite, elle va ressortir, elle va être exhalée. Donc il faut que la taille de la particule soit dans cette fenêtre précisément pour que la déposition soit optimale. Mais à ce moment-là, on aura des produits qui seront addictifs. Alors, le débat de santé publique et le débat de législation et l'explication qu'il faut discuter, c'est est-ce qu'on veut des produits addictifs à ce moment-là, le bénéfice, c'est qu'on va convaincre plus de fumeurs d'arrêter de fumer. On aura un bénéfice de santé publique parce que des gens vont arrêter de fumer. D'un autre côté, on aura des produits addictifs des nouveaux produits addictifs. C'est un débat de société qu'il faut avoir, qui est important. D'accord. Cette lenteur de la nicotine et cette recette qui pourrait être améliorée, finalement, est-ce qu'elle explique le fait que le vapoteur ait cette sensation de fumer plus qu'avant ? C'est une question qu'on me pose souvent, moi, via mon site web. C'est est-ce que la cigarette électronique, finalement, avec elle, on ne fume pas plus qu'avant? C'est-à-dire qu'on voit souvent les vapoteurs tenir leur e-cigarette à la lèvre et les compteurs de bouffées qu'on peut trouver sur certaines batteries affichent des chiffres parfois entre 150 et 250 bouffées par jour, ce qui est énorme quand on sait qu'on a 15 bouffées à peu près par cigarette, si je ne me trompe pas. En comparaison, est-ce que justement cette nicotine, elle est lente et elle explique ce comportement un petit peu récursif du vapoteur, toujours avec son e-cigarette à la bouche? Disons, ce dont le fumeur et la personne dépendante de la nicotine a besoin, c'est de maintenir son taux de nicotine dans le sang stable durant la journée. C'est ce qu'on appelle la nicotinémie, le taux de nicotine dans le sang. Avec la cigarette, une fois que vous l'allumez, après 6 minutes, elle s'éteint. Et donc, vous avez une nicotinémie qui va faire comme ça. Vous allez la remonter toutes les heures et demie à peu près, ou toutes les heures. Et lentement, la demi-vie, donc après une heure et demie, la nicotine a disparu pour moitié. 50% a disparu après une heure et demie. Vous avez de nouveau l'envie de fumer, le craving, l'irritabilité, l'anxiété, tous ces symptômes de sevrage, paf, vous refumez. Donc, vous avez une courbe de nicotinémie qui va avoir une vague comme ça assez prononcée. Avec la cigarette électronique, vous pouvez prendre une ou deux vapeurs. Donc, vous allez avoir plutôt des petites vaguelettes comme ça. Mais en moyenne, ce qu'on a observé, nous, dans nos données de cotinine, donc c'est le métabolite de la nicotine, c'est-à-dire le produit de dégradation de la nicotine par le foie qui s'appelle cotinine, c'est des valeurs de cotinine chez les vapoteurs réguliers quotidiens, donc un échantillon de vapoteurs qui était à 200 bouffées par jour, donc déjà des bons vapoteurs, je dirais, 200 bouffées. C'était en moyenne comparable à ce qu'on observe chez les fumeurs. Maintenant, on n'a pas mesuré chez ces mêmes personnes-là combien ils en avaient quand ils fumaient. Ça, on ne le sait pas, il n'y a aucune étude. Il est possible qu'il y en ait certains qui dépassent et d'autres pas. Le plus probable, c'est que pour des gens qui fumaient depuis déjà des années, leur cerveau a réglé le thermostat sur la quantité qu'il le faut. Il faut comprendre ça comme un thermostat, comme un radiateur qui garde la bonne température dans la chambre toute la journée. C'est la même chose. Donc le thermostat chez les fumeurs, comme on en trouverait dans l'échantillon assis ici, des gens adultes, disons, il est réglé depuis longtemps déjà. Ils ont leur thermostat, leur nicotinémie qui est réglé par leur cerveau depuis longtemps. Ils ne vont pas sortir de là probablement, mais encore une fois, les données manquent pour comparer avant et après. Ça serait très intéressant de l'avoir et on n'a pas. De savoir aussi si à terme, les gens vont diminuer. Est-ce qu'après une année ou deux, ils vont commencer à baisser pour arrêter complètement le vapotage? C'est une question aussi commerciale importante, parce que si après 2 ou 3 ans, les gens arrêtent de vapoter, voilà, il n'y aura plus de clientèle non plus. Alors on comprend que énormément de données et d'idées de recherche scientifique proviennent des utilisateurs eux-mêmes finalement, et même la popularité du produit, la naissance du produit est née de son utilisation. Vous, monsieur Farsalinos, quand vous voyez des nouvelles modes se créer au sein de la communauté de vapoteurs, on parle par exemple de coton, maintenant on cherche à optimiser la température de chauffe, on cherche à booster aussi, à augmenter tout le fonctionnement des cigarettes, c'est la fameuse tendance des modes. Est-ce que cela vous paraît dangereux? Est-ce que cela crée aussi des questions? Est-ce que quel est votre regard sur cette élite un petit peu du monde de la vape? So it's quite
Cigarette électronique, c'est quand même assez intéressant socialement. C'est un phénomène. On peut trouver des groupes de médias sociaux, des vapoteurs. Il y a une Vape Expo. On n'a jamais eu une expo sur les thérapies non nicotiniques, sans nicotine, ou les patchs. On n'a pas eu de... Donc, c'est très intéressant. C'est un beau phénomène social. Et la communauté des vapoteurs nous a inspirés. Et nous a inspirés pour qu'on fasse beaucoup d'études, beaucoup de recherches. Et en fournissant ces éléments à partir de l'utilisation, c'est très important d'étudier cette population de vapoteurs dédiés, de vapoteurs assidus. C'est important, il faut comprendre pourquoi ça marche bien pour ces personnes-là. Si on comprend bien les raisons, si on comprend pourquoi ces personnes qui parfois fumaient énormément, j'avais des personnes qui fumaient jusqu'à 60 cigarettes par jour pendant plus de 15 ans. Pourquoi ces personnes ont arrêté de fumer dès qu'ils ont commencé à utiliser la cigarette électronique? C'est quelque chose qu'ils n'auraient jamais cru eux-mêmes. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment définir quelles sont les raisons pour lesquelles ces personnes ont arrêté de fumer. Et ça nous guidera pour la stratégie que nous allons suivre. Quand nous assurons la promotion de cette cigarette électronique vis-à-vis du fumeur. Parce que ce que nous voulons, c'est nous voulons réussir. Ça ne suffit pas de réduire le nombre de cigarettes fumées. Il faut en fait faire cette transition vers la cigarette électronique. Comme vous l'avez dit, c'est une révolution, une évolution dont le moteur est le consommateur. Et bien sûr, quand on a de nouveaux produits, c'est souvent le consommateur qui est le moteur de cette évolution. C'est un produit technologique et finalement, il n'y a aucune limite. La technologie peut tout permettre, l'électronique. Donc, il y a énormément d'évolutions que nous allons constater au cours des années à venir. Et je pense que c'est une façon d'améliorer l'apport de nicotine, de simuler l'expérience de fumeur, parce que c'est intéressant pour les fumeurs. Je pense que les appareils avec un taux de watts plus élevé, il y a plus de vapeur, il y a plus de plaisir, c'est très bien, il y a plus de goût, il y a plus de nicotine. Donc, je pense que le problème aujourd'hui, c'est que le développement n'est pas associé à la recherche sur l'efficacité du produit. Donc, quand on met au point, on développe le produit, ce n'est pas seulement en termes d'expérience de la vapeur, mais il faut aussi étudier, voir si ce développement traite la question de l'efficacité du produit en termes de faire arrêter un fumeur, de sevrage. Et ça, c'est le problème aujourd'hui, parce que sinon, je pense qu'on va avoir un développement, mais je pense qu'on va avoir un développement de produits plus efficaces. Est-ce que je me tourne vers vous, est-ce que vous auriez des questions, voilà, à apporter donc je ne sais pas si les assistantes peuvent apporter le micro. Oui, bonjour. Félicitations aux deux intervenants qui ont vraiment fait des conférences très intéressantes. Antoine Piccirilli, Société Polysphère. J'avais une question sur le propylène glycol. On sait que c'est une vieille molécule en chimie. Elle a été évaluée sur la base de tests toxicologiques qui remontent à de nombreuses années. Est-ce que finalement, on n'aurait pas besoin de revisiter la toxicologie, notamment avec les nouvelles méthodes qui sont imposées par la législation REACH? D'ailleurs, au sujet de REACH, qui réévalue la toxicité de tous les produits chimiques commercialisés en Europe aujourd'hui, est-ce que finalement, le propylène glycol dans la e-cigarette est un nouvel usage du propylène glycol? Est-ce qu'il ne devrait pas faire l'objet d'un enregistrement REACH à ce titre? Propylène glycol, comme vous l'avez dit, a été testé au début en termes toxicologiques. La première étude remonte à 1947 aux États-Unis dans un groupe d'animaux pendant 16 mois d'inhalation continue de vapeur de propylène glycol pendant 16 mois. Et ils n'ont pas constaté d'effet sur les animaux lorsqu'ils ont sacrifié les animaux et qu'ils ont fait les biopsies des organes. Donc, c'est le meilleur modèle, même aujourd'hui, pour faire une
études de ce type. Le propylène-glycol est utilisé par les humains. Par exemple, il y a des utilisations et en réalité parfois même une qualité assez faible parce que souvent c'est mélangé avec des huiles. C'est pas une pureté pharmaceutique très importante, très élevée. Mais je suis d'accord avec vous que l'utilisation quotidienne continue de propylène-glycol en forme d'inhalation pendant de nombreuses années par l'humain n'a pas été testée et ne sera pas testée chez l'homme. Il faut des études en laboratoire. L'étude que nous avons faite sur les cellules des poumons, un exemple, ça a été un mélange glycérol-propylène-glycol. Toutes les cellules ont survécu. Toutefois, c'est juste une étude. Je suis d'accord avec vous, il en faut plus. Il faut demander à l'industrie pourquoi elle n'évolue pas dans cette direction. Bien sûr, nous ne pourrons pas définir les effets à long terme, mais les effets aigus des études de toxicologie, c'est certain qu'on en a besoin, ainsi que des études chimiques de la vapeur pour voir quel type d'ingrédients de base et quel mélange de propylène-glycol et de glycérol sont moins décomposés thermiquement et produisent moins d'aldéhydes toxiques, par exemple. On ne sait même pas ça. Donc, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de choses que nous avons besoin de savoir. Si qui voudrait nous poser une question? Oui, juste un commentaire et une question à la fois à Jean-François et à Konstantinos. C'est sur le nombre de bouffées. Tu semblais effaré, Guylain, en citant 150 bouffées par jour, mais je te rappelle qu'un fumeur de 20 cigarettes en inhale 200 par jour. Donc 150, c'est pas beaucoup. Et moi, ça me paraît peu, 200 bouffées par jour pour un vapeur. Donc, est-ce que vous avez fait des mesures plus précises sur le comportement? Pour ma part, je me base beaucoup sur des enquêtes par questionnaire où il y a une imprécision. Donc, certains me disent que les vapeurs, que les valeurs observées de 150 à 200 bouffées sont très inférieures à la réalité. Maintenant, il y a un test statistique qui s'appelle donc la fiabilité test-retest. Et quand on pose 2 fois la même question à quelqu'un, voir s'il répond 2 fois la même chose. Donc, dans des échantillons assez grands, on voit qu'il y a une assez bonne fiabilité test-retest. Les gens répondent 2 fois la même chose. Est-ce que ça veut dire que la valeur est vraie ou qu'ils se trompent autant les 2 fois? Ça, on ne le sait pas. Il faudrait mesurer avec le compteur de bouffées. Ça, je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas si Konstantinos a plus d'informations. Je dois dire que nous parlons avec Jean-François, nous discutons toutes les semaines par Internet l'état de la recherche. Et je pense que c'est le seul point où nous ne sommes pas d'accord. Jean-François demande aux vapoteurs combien de bouffées par jour. Mais je crois qu'aucun vapoteur ne sait combien de bouffées il y a par jour. Sur la base de mes mesures, je pense que le vapoteur moyen consomme 3 à 4 millilitres de liquide, c'est environ 700 bouffées par jour. Il ne s'en rend pas compte, je crois. Je vous donne un exemple très simple. Il y a 2 jours, nous avons fait une étude aux États-Unis, dans un laboratoire. On a pris une batterie, on a pris des bouffées de 55 millilitres toutes les 50 secondes, 25 bouffées consommées, 200 millilitres de liquide. Ce qui veut dire qu'une bouffée, ça fait environ 8 à 9 milligrammes. Nous avons mesuré dans les 5 à 6 dans certains cas, mais 8 à 9 milligrammes par bouffée, ça veut dire que pour 4 millilitres, ça veut dire 4,8 grammes de liquide, il faut environ 600 bouffées par jour. Donc, c'est pourquoi, par rapport à la question d'auparavant, les vapoteurs ont la sensation de fumer plus. Oui, parce qu'il y a 3 fois plus de bouffées que quand ils fumaient. C'est parce qu'ils ne peuvent pas prendre la nicotine au même niveau que ce qu'ils obtenaient en fumant des cigarettes. Parce qu'en réalité, donc, ils n'obtiennent pas plus de nicotine. Ça, c'est pas vrai. Il faut être clair. Je pense que Jean-François a géré ça par rapport aux mesures cotinine. Il n'a pas trouvé les niveaux très élevés de cotinine.
c'était des niveaux normaux à peu près pour des fumeurs, je crois, Jean-François. Donc, il n'y a pas plus de nicotine, par conséquent. Il y a plus de bouffées, mais c'est la même nicotine. Je pense que c'est un mécanisme automatique. Ils sont programmés pour avoir cette nicotine-là, c'est tout. On n'a pas du tout évoqué, je suis médecin, on n'a pas du tout évoqué les effets de la nicotine sur le psychisme qui sont connus à type d'anxiodépression. Est-ce que la cigarette électronique est susceptible de maintenir ce même type d'effet délétère sur la santé? Pour ceux qui ne le savent pas, la nicotine est un assez bon antidépresseur et empêche la dépression, ne cause pas la dépression. En réalité, il a été constaté que les personnes âgées qui commençaient à fumer dans leur vieillesse, ils étaient moins déprimés grâce à la nicotine. Donc, il y a des effets bénéfiques de la nicotine par rapport au système nerveux. Ça peut être utilisé comme antidépresseur, mais il y a également des effets positifs en maladie d'Alzheimer, la démence et certains autres états. Donc, là où la cigarette électronique peut avoir un potentiel intéressant, c'est les personnes avec des troubles psychiatriques en général, parce que ces patients, il y a une contre-indication par rapport à certains médicaments et on montre que les TRN ne marchent pas du tout. Et là, c'est une population très spécifique. Et il y a des études qui ont été faites en Italie à ce sujet et il a constaté qu'il y avait sur des personnes, des schizophrènes hospitalisés, il a constaté une réduction de 60% dans le groupe et de 20% dans ce groupe-là. Donc cette sous-population des personnes hospitalisées pour des affections psychiatriques peuvent faire partie des personnes intéressantes pour tester la cigarette électronique parce qu'il n'y a pas d'option actuellement, rien ne marche. Donc ça peut être intéressant. Jacques Le Wezek est le président de la Société européenne de la recherche sur la nicotine. Est-ce que tu veux répondre, Jacques, sur cette question? Qui interviendra demain. Il interviendra demain. Je crois qu'il est compétent pour répondre. Non, je pense que Konstantinos a très bien répondu. La nicotine a plutôt des effets positifs sur le psychisme que négatifs. Et effectivement, elle a des effets bénéfiques dans des maladies comme le Parkinson et effectivement des effets antidépresseurs, bien que les effets antidépresseurs soient plus liés au tabac en lui-même, parce qu'il y a des composants dans la fumée de tabac qui ont des effets antidépresseurs. D'accord, merci. Alors je pense qu'on va signer la fin de cette conférence. Merci messieurs. J'ai trouvé